20h du mardi 12 novembre 2019. Bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous. Le sommaire. Les stagiaires du CFOR 2019 s'outillent à produire l'information à l'aide des smartphones. Une façon d'aguerrir les journalistes des radios et télévisions des services publics de l'Afrique francophone à s'adapter aux réalités du numérique. Le ministère du Travail et de la Fonction publique s'accorde avec les acteurs de la société civile pour une lutte plus efficace contre la corruption au Bénin. Un atelier de restitution d'informations de plaidoyer a réuni les deux parties. Et puis on parlera aussi tourisme dans ce 20h avec le ministre Michel Abimbola. Il informe des dispositions prises par le gouvernement pour rendre la destination Bénin plus agréable et plus attrayante. À nouveau, bonsoir. Démarré hier lundi, le CFOR suit son cours. Produit l'information pour les réseaux sociaux avec son smartphone. C'est le thème d'une formation qui occupe depuis hier une partie des journalistes francophones qui ont fait le déplacement de Cotonou. Nicanor Kovi a suivi aujourd'hui la journée des stagiaires. Dans la famille des outils de la révolution numérique, on demande l'enfant chéri, le smartphone. Pour ce moniteur, il s'agit de faire de cet accessoire familier, voire intime, un outil de travail pour les journalistes inscrits dans son cours. On va apprendre des techniques de tournage pour voir comment concrètement on va faire les images qu'il faut faire pour faire un beau sujet de télévision avec un téléphone, comment on va le tenir, comment on va gérer le son par exemple, et puis comment sur le même appareil on va transformer ce contenu pour le monter, l'assembler et réaliser un produit fini qui soit joli. C'est à coup d'exercice que le formateur fait rentrer le métier à ses journalistes, rompus à la routine des caméras, des micros et des bancs de montage. Première étape de leur formatage, la collecte de l'information, téléphone au point. En fait, on doit tourner en séquence. Ça veut dire que lorsqu'on a un sujet, on doit pouvoir tourner en séquence. Ça veut dire maximum 3 plans. Et le but ici, c'est de voir qui fait quoi. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis en train de prendre le caméraman. Il est en train de filmer. J'ai fait un plan d'ensemble. Maintenant, je dois me rapprocher de lui pour faire les plans rapprochés. Avec notre smartphone, nous allons prendre les valeurs de plan, les séquences et raconter une action, une histoire. Et au finish, nous allons dans notre salle de formation via une application, nous allons monter ces valeurs de plan, ces séquences pour en faire un reportage. La salle de formation, la voici. C'est entre ces murs que le professeur apprend à ses élèves la cuisson des ingrédients collectés plus tôt dans la matinée. C'est le montage et ces apprentis marmitons de l'assemblage sur mobile se débrouillent déjà presque comme des chefs. Alors là, j'essaie de faire un montage de vidéo, un reportage en gros d'1 minute. Vu que c'est la première fois que j'essaie, donc je m'en sors pas mal. Quand on sait faire ça à grande échelle sur une chaîne de montage, on peut le faire sur le téléphone. Il s'en sort très bien pour des gens qui ont touché les téléphones pour faire de la vidéo avec et du montage depuis hier. Ils s'en sortent très très bien. En fait, c'est pas compliqué. L'essentiel du travail, ils savent déjà le faire. Ils savent raconter des histoires. Ils savent quels sont les ingrédients qui constituent une histoire. Après, le reste, c'est de la forme. Tirer le meilleur parti d'un smartphone muet en kit multimédia au service du journaliste. C'est le défi de ces apprenants bien partis pour le relever à l'ère d'une digitalisation qui fait du téléphone portable un allié dans la télévision de demain. Ça commence à prendre de l'ampleur, les téléphones. Donc faire des montages sur un smartphone, ça devient plus facile que faire des montages sur un ordinateur, vu que c'est accessible, tu peux l'avoir à tout moment. Oui. Ça ne va pas remplacer ce qu'on avait fait l'habitude de faire, mais ça vient en appoint et ça facilite, c'est plus léger. Nous allons finir cette formation avec l'idée que seul, on peut faire un tournage sans aucune inquiétude, faire le montage et diffuser dans toutes les situations possibles. Il est tout à fait possible de faire la télévision avec un smartphone aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont ouvert la voie avec des contenus qui allient qualité et rapidité dans la production, le tout filmé par des smartphones. Au CFOR 2019, cette formation semble offrir l'occasion d'entrevoir dans l'objectif de nos téléphones portables l'avenir de la télévision à l'heure de la TNT qui se généralise.
Plusieurs délégations étaient ce lundi au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il s'agit de la délégation conduite par l'ambassadrice de la France près le Bénin et celle du directeur de développement Afrique du groupe média RFI France 24. Ils ont abordé divers sujets avec Rémi Prosper Moretti. C'est une audience de courtoisie selon Véronique Brumeau. Pour la circonstance, la diplomate était accompagnée de l'attaché audiovisuel de l'ambassade de France. Les échanges avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont porté sur la coopération. C'était la première fois que je le rencontrais. Il en va de même pour l'attaché audiovisuel. Et nous avons parlé de notre coopération. On a toujours eu une coopération ancienne avec la Haute Autorité, avec le CSA, mais également d'autres institutions françaises de l'audiovisuel. Avec les responsables de la direction du développement Afrique du groupe média RFI France 24, France Média Monde, il a été question de la session de formation au profit des professionnels des médias du Bénin. Et nous sommes venus pour rencontrer le président de la HAC, que je ne connaissais pas, donc pour prendre contact sur les différents dossiers qui existent entre nous, notamment concernant la diffusion des RFI au Bénin. Parce qu'on a une convention qui a été signée avec la HAC en 2016. Cette convention prévoit notamment l'organisation de sessions de formation pour les professionnels béninois de la communication. Et donc je suis venu voir la nouvelle autorité de la HAC pour discuter des sujets des futures formations que nous serons amenés à organiser au Bénin très prochainement. Selon l'hôte de Rémi Prosper Moretti, 2 sessions de formation ont été déjà organisées. La dernière, c'était sur la prise de vue, la couverture d'événements en direct sur site. La Cour des comptes enfin accouchée. Le Parlement a fini par concrétiser une vieille tentative de révision constitutionnelle, sanctuariser la Chambre des comptes et l'arracher à la tutelle de la Cour suprême pour lui donner un ancrage autonome, une sacralisation de l'institution chargée de veiller à l'exemplarité des pratiques financières de l'État. Plus qu'une exigence communautaire, c'est une quête de démocratie financière exemplaire, nous explique ici le député Hassan Seibou. De toutes les façons, c'est une bonne chose. Si on en a pensé depuis des années, si c'est une norme déjà internationale, donc de l'UEMOA, que tous les autres pays sont en règle vis-à-vis de cela, c'est que c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que tout ce qui est bon n'a pas un revers quelque part. Mais non, ici, il est très difficile de trouver quel est le revers de la Chambre de la Cour des comptes. C'est quelque chose que le président Yahi avait tenté. Tout le monde a tenté plusieurs fois. Mais maintenant que l'occasion s'est présentée, il faut toujours profiter, régler les problèmes majeurs. Ce problème de Cour des comptes est un problème très sérieux. Parce qu'il est question d'examiner les comptes de gestion de nos entreprises, de tout ça là, pour amener quand même un peu d'orthodoxie et de vertu, exactement, et de vertu dans la gestion de notre bien commun. Donc, à ce titre-là, c'est une chose très bien. Moi, je n'ai pas trouvé de défaut parce que ce que peut faire une Cour des comptes constituée, la Chambre des comptes de la Cour suprême ne peut pas le faire à l'équivalent. Parce que déjà la Chambre des comptes est sous le président de la Cour suprême, ainsi sur des investigations de la Cour suprême. Il y a déjà un poids là. Mais ici, il faut la rendre autonome et libre, comme une institution. C'est là que moi je soutiens l'affaire. Donc on ne peut pas rester dans la présomption de tous les schémas négatifs qu'on peut s'imaginer pour ne pas faire avancer. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, le ministère du Travail et de la Fonction publique a organisé ce mardi 12 novembre un atelier au profit des acteurs de la société civile. Il s'est agi de faire à ces acteurs le point de la mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation
du système national intégré et les réformes au sein de ce ministère. Objectif, recueillir les contributions des membres de la société civile pour une lutte plus efficace contre la corruption. Jean-Claude James. 4 communications sont au menu de cette rencontre d'échange. Face aux présentateurs de cette première communication, les acteurs de la société civile et les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique, tous engagés dans la lutte contre la corruption. L'objectif visé par cet atelier est d'échanger avec vous sur les réformes initiées au ministère du Travail et de la fonction publique en vue de susciter vos commentaires et recommandations pour l'amélioration de leur efficacité afin de mieux servir les usagers clients et éradiquer de façon progressive et surtout durable les pratiques de corruption au niveau de ces départements ministériels très sensibles. La société civile, nous ne vous considérons pas comme les adversaires du gouvernement, mais plutôt les partenaires. Parce qu'au finish, c'est le gouvernement qui va se réjouir d'obtenir des résultats élogieux. Selon le rapport du Système national d'intégrité SNI, l'intégrité de l'administration publique béninoise était faible avec un score de 39 points sur 100. Il fallait donc agir pour renverser la tendance et cette synergie d'action pour laquelle le ministère du Travail a opté est saluée par le PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement a été l'une des organisations pionnières qui, au début des années 90, ont élaboré des programmes pour s'attaquer à la lutte contre la corruption. Face à ces effets néfastes sur l'économie et les secteurs sociaux, aucun effort ne saurait être de trop et la présente activité me semble non seulement pertinente, mais aussi opportune pour le recensement des initiatives entreprises en vue de contrer le mal et d'en identifier celles qui ont connu plus de succès par rapport à d'autres selon le contexte de mise en œuvre. Cet atelier intervient environ un mois après le lancement du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit PALIRED, soutenu par l'Union européenne, le Royaume des Pays-Bas et la coopération suisse. Toujours au ministère de la fonction publique et du travail, le vendredi dernier, les acteurs de l'administration centrale et des structures déconcentrées ont tenu leur rencontre annuelle au titre de l'année 2019. Objectif, mener des réflexions pour permettre à l'administration du travail d'être plus performante. Jean-Claude James, Louis Koudogwa pour le point. À cette rencontre annuelle, toutes les directions départementales du travail et de la fonction publique ont été représentées. À l'origine de cette initiative, des dysfonctionnements notés dans l'administration du travail. Il a été remarqué que pour des questions d'ordre technique, les directeurs départementaux apportent des solutions souvent divergentes qui, selon que le texte est respecté ou non, créent des difficultés qui amènent parfois les usagers à envoyer les dossiers devant les tribunaux. Pour éviter ces situations fâcheuses et harmoniser les points de vue, il a été décidé de se retrouver chaque année pour partager les expériences et pouvoir appliquer les tests dans leur contexte, dans leur esprit. Les participants ont donc échangé pendant 24 heures au regard des objectifs fixés pour l'édition 2019. La présente rencontre vise entre autres 4 objectifs. Il s'agit de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre de Boycon, de présenter le rapport bilan de l'administration du travail au titre de l'année 2019, de proposer des normes et standards pour les procès verbaux de conciliation et de non-conciliation élaborés par les inspecteurs du travail. Enfin, de s'approprier les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline, aux instances disciplinaires, aussi bien dans la fonction publique d'État que dans la fonction publique territoriale. Dans les directions départementales, des problèmes de connexion freinent parfois le travail.
Informée, l'autorité a mis à la disposition de chaque directeur des kits de connexion. Une séance de travail, mais cette fois, elle a lieu entre les acteurs du Conseil national du dialogue social et les employeurs néerlandais. Ils ont échangé sur les questions liées au dialogue social et de la coopération entre les deux pays. Suivez un extrait de leur échange au micro de Axel Dancy et Michel Elegbe. Les échanges de ce matin font suite à une mission du CNDS qui s'était rendue en Hollande en septembre dernier, mission tripartite composée du CNP Bénin et d'un représentant des syndicats du Bénin. Alors l'objectif était de prendre contact avec les employeurs, le gouvernement et les travailleurs néerlandais et pour voir un peu les possibilités de coopération qui peuvent exister entre nos deux pays, nos organisations plus précisément, et nous imprégner un peu de la pratique du dialogue social parce que c'est un pays, et par rapport à nous autres, ils sont très en avance par rapport au dialogue social. Donc, et comme nous sommes naissants, nous sommes en train de nous organiser pour asseoir les structures du dialogue social chez nous. Le dialogue social, aux Pays-Bas, on a convaincu qu'il faut le dialogue social pour avoir la paix à la fin et la perspective économique. Et donc, puisque vous avez le Conseil national du dialogue social, où on a déjà les employeurs, les employés et le gouvernement qui parlent ensemble, on est là pour échanger, d'un côté, échanger nos expériences, et deuxièmement, pour préparer une conférence qui va avoir lieu l'année prochaine et où on va avoir un rôle ensemble avec le patronat. Un clin d'œil politique avec le bloc républicain section communale de Semekodi qui s'agrandit. 4 chefs d'arrondissement et d'autres leaders politiques ont adhéré à la formation du cheval gagnant. Guillaume Avienou pour le point. 4 chefs des 6 arrondissements de la commune de Semekodi et leurs militants auxquels s'ajoutent les militants du mouvement populaire pour le progrès de l'ex-député Timothée Gbediga rejoignent officiellement le bloc républicain. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération montante si nous ne nous mettons pas ensemble pour le développement de notre localité? Une adhésion record depuis les dernières législatives dans la commune de Semekodi, conduite de main de maître par le député du bloc républicain de la 19e circonscription électorale, Jonas Benameto. L'homme tente de conquérir la commune de Semekodi. C'est une grande et immense joie qui nous anime en ce moment de voir notre famille s'agrandir. Vous avez suivi les discours, c'est pour un objectif précis, libérer la commune de Semekodi. Alors, chers militants et chères militantes du bloc républicain, soyez rassurés que les prochains jours seront encore plus évocateurs car la file d'attente est longue. La finalité, arracher les sièges de conseillers, de maires et de chefs de quartier ou de village de la commune de Semekodi aux prochaines élections locales et communales de 2020. Restons un instant à Semekodi qui a été la dernière commune visitée par le préfet de Louémé pour sa tournée statutaire au titre de l'année 2019. Un périple de 2 semaines à travers ce département et qui a porté sur la question de sécurité. Reportage. Commune de Semekodi, dernière étape de la tournée statutaire du préfet de Louémé au titre de 2019. Un périple de 2 semaines pour évaluer avec les conseils communaux et locaux mais aussi les populations elles-mêmes, le niveau de satisfaction des services offerts par l'administration publique. Comme cela a été le cas dans le grand nombre des communes du département, le conseil communal est en fin de mandat. Ne regardons pas et ne pensons pas à faire beaucoup de mandats.
Faisons le mandat de réussite. Faisons le mandat d'exploit. Faisons le mandat qui est sous-jacent, c'est-à-dire qui peut donner l'espoir que demain sera meilleur. Le développement des communes de l'Ouémé reste le leitmotiv des conseils communaux et de la conférence administrative départementale mobilisée pour la circonstance. Dans l'ensemble, le bilan de la tournée est satisfaisant. Les populations ont manifesté une certaine satisfaction par rapport à ce que le chef de l'État, le président, son excellence Patrice Talon fait à leur endroit, et tout son gouvernement d'ailleurs, en matière d'assainissement, en matière de voirie, en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière de construction de centres de santé, d'écoles et autres. Certains sujets débattus avec les élus et la population ont fait l'objet de traitements particuliers, à l'instar de la question de la sécurité en cette période de fin d'année. Nous avons surtout parlé aux élus locaux parce que ces derniers doivent mieux aider en ces temps-ci la police républicaine pour réussir sa mission de police de proximité. Les éléments de la police républicaine non seulement font des patrouilles diurnes et nocturnes, mais souvent la nuit, les patrouilles sont pédestres. Mais il doit falloir que les chefs de village, les chefs de quartier leur apportent leur soutien pour que les différents nids de malfrats soient dénichés et que ces derniers également soient mis hors d'état de nuire. Le souhait des autorités du département de l'Ouémé, passer les moments de fête de fin d'année dans la sérénité. Bonne nouvelle pour les amateurs ou amoureux des virées touristiques et acteurs du tourisme. La machine touristique dans le parc d'Ouvé et la Pandjari est relancée de plus belle. Les dispositions prises par le gouvernement permettent désormais à chacun d'œuvrer à la promotion de la destination Bénin. Écoutons à ce propos le ministre du Tourisme. Il est au micro de Jérôme Hungo. Si vous n'avez pas encore visité la Pandjari, en tant que Béninois, je voudrais vraiment vous y inviter. C'est chaque Béninois qui pourrait parler de la Pandjari, surtout au moment où vous voyez le monde extérieur se pose des questions sur la Pandjari. Le gouvernement a pris toutes les dispositions, les mesures sécuritaires. L'ONG qui gère le parc est une ONG connue mondialement pour son professionnalisme en la matière. Ce serait réellement dommage pour un Béninois de découvrir aujourd'hui que nous avons cet environnement et ce parc exceptionnel de biosphère et de ne pas en profiter. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Les contraintes, c'est la distance, les contraintes, c'est le coût. Mais je voudrais inviter ici les universités, je voudrais inviter les écoles, les établissements scolaires à récompenser les élèves de cette façon-là, leur permettre d'aller découvrir le parc. Je voudrais inviter les entreprises en prime de fin d'année, plutôt que tel ou tel bon d'achat dans un magasin, de permettre à leurs employés de gagner un séjour à la Pandjari d'une journée, de 48 heures, d'une semaine. Et je pense que de cette façon-là, progressivement, nous allons y arriver. Nous pouvons organiser, comme ça se fait ailleurs, des comités d'entreprise pour que chaque employé, chaque fonctionnaire puisse, dans une année, avoir la chance d'aller passer quelques heures, quelques jours dans la Pandjari. C'est seulement comme ça, quand nous-mêmes Béninois, nous allons consommer nos attractions touristiques exceptionnelles, c'est comme ça que nous serons chacun de nous ambassadeurs de la destination Bénin. C'est comme ça que nous allons, grâce au gouvernement, grâce au ministre de l'Énergie qui va nous alimenter en énergie là-bas, grâce au ministre de la Justice qui va effectivement sécuriser l'environnement, grâce à la douane, grâce aux uns et aux autres. C'est comme ça que nous allons développer notre pays, le Bénin. Une fois encore, j'exhorte les uns et les autres à profiter des sites touristiques du Bénin. Le gouvernement y travaille pour élargir, enrichir l'offre touristique. Et je peux vous assurer que depuis à peu près 2 mois que je suis là, j'y travaille de jour comme de nuit. Et vous pouvez compter sur moi et sur toute l'équipe
bien évidemment l'équipe gouvernementale pour insuffler un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie au tourisme et à la culture au Bénin. La deuxième édition du African Women in Dialogue s'est focalisée sur la voix et le pouvoir des femmes comme acteurs du changement. Ce thème a fait l'objet de débats entre les femmes venues de différents pays de l'Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Suivons les précisions avec Awa Sherif et Bénédicte Boissou. À cette plateforme African Women in Dialogue à Sud, les langues se délient. Les femmes prennent conscience du potentiel qui est le leur et décident d'agir. Toutes les femmes ont les mêmes problèmes. Je pense qu'avec tout ce qui se fait, et bon, nous sommes quand même en train de prendre conscience et ça va quelque chose de beau sortira. Merci. Cette conférence, cette rencontre, comme je peux le dire, est vraiment venue à son heure parce que ça a pu donner l'occasion aux femmes de s'exprimer dans le plaisir, dans des situations très difficiles. Et entre femmes, on s'est vraiment parlé. Surtout, j'ai aimé les groupes, les séances de groupe qu'on a fait. 2 jours de séances de dialogue pour comprendre combien toutes les femmes des 54 pays d'Afrique peuvent impacter leur cadre de vie. La femme, c'est la famille. Et la femme aussi, c'est la société. Donc, il faut que certaines femmes, surtout nos femmes qui sont dans le milieu rural, il faut que nos sœurs connaissent leurs droits. Il faut que nos sœurs aient des informations. Il faut que nos sœurs aillent à l'école. Parce que l'alphabétisation, ce n'est pas trop tard pour faire l'alphabétisation. Et sans l'alphabétisation, on ne peut rien faire. On a parlé du maintien des filles à l'école, de la scolarisation. Mais pour moi, la scolarisation ne suffit pas. Il faut les maintenir à l'école. On a l'habitude de dire que derrière chaque homme, il y a une grande dame. Mais là, on dirait à côté de chaque homme, il y a une dame. Pourquoi pas devant les femmes? Parce qu'avec les femmes, on peut compter sur un changement de notre continent. Ça, c'est pour les femmes, pour changer le monde. On ne veut plus les hommes ici. Les hommes nous ont trop retardés. On va faire nos mieux. Rien ne peut pas être fait pour nous sans nous. Bon, il faut être les femmes, il faut se lever. Elles sont toutes présentes, prêtes à surpasser même leur handicap pour certaines. C'est beau de voir les femmes vulnérables et enfin, dans ma situation, on a tendance à penser que la vulnérabilité se limite au handicap. Et puis il y avait des femmes là qui venaient chacune avec son histoire. Et on se rend compte que voilà, c'est pas facile. Et que chacun a ses blessures et que voilà, la vulnérabilité quelque part fait notre force. Dans la vulnérabilité, il y a une force. Et je crois que on a des limites, on doit se lever et on doit essayer. De toute façon, la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Alors, essayons et si on échoue, c'est pas grave. Cette initiative de l'ex-première dame sud-africaine Zanele Mbeki a pris son envol pour amener chaque femme à développer son génie pour libérer l'Afrique. Pendant ce temps, à Cotonou, des femmes amazones sont distinguées. Elles proviennent des institutions financières. Elles militent pour le leadership féminin. Le projet ADAPAMI entend des projets d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance. Leur a décerné des trophées et c'est une initiative soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie officielle de remise des trophées a eu lieu le vendredi dernier à Cotonou. Suivons le reportage de Océana Moussou. Œuvrer pour le leadership féminin et l'inclusion financière, c'est ce défi que tente de relever l'ONG Développement International des Jardins à travers le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance. Avec l'appui financier de l'Institution Affaires mondiales Canada, elles sont au total 8 femmes provenant des systèmes financiers décentralisés à avoir reçu ces trophées, signe de distinction et de mérite. Ce jour, ADAPAMI voudrait valoriser et distinguer les femmes exceptionnelles des SFD qui se sont faites remarquer dans leur domaine de compétences respectives. Spécifiquement pour identifier les femmes exceptionnelles, le projet a lancé courant avril 2019 un concours permettant aux SFD partenaires de soumettre des dossiers de candidature féminine dans 3 catégories, agentes, clientes, élues. Au terme de ce processus, 8 femmes ont été sélectionnées par un jury constitué.
Cette cérémonie de distinction et de remise de prix aux lauréates est le couronnement de ce processus. Le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance se dit fier et promet de ne ménager aucun effort pour l'accompagnement de ces projets. Je voudrais exprimer l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à continuer à travailler avec ADAPAMI pour la promotion de l'égalité des genres, notamment apporter la disponibilité demandée en vue de renforcer les efforts du projet pour une représentation effective et durable des femmes et un meilleur leadership. C'est l'occasion pour les femmes, de façon générale, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui sont offertes pour se réaliser. Outre les trophées, ces femmes bénéficient de nombreux autres lots, notamment un voyage tout frais pris en charge par le projet. Il s'agit une fois de plus d'encourager toutes les femmes à mieux faire pour se distinguer au quotidien. Célébration des 10 ans des cellules de participation citoyenne. L'ONG Alcrer et Social Watch, deux organisations, veulent mieux faire comprendre l'importance de ces cellules et leur rôle. Et en prélude à l'événement, Martin Assogba et Blanche Sonon ont animé une conférence de presse. Suivons-les, ils sont au micro de Axel Dancy et Simon Vignon. L'ONG Alcrer et Social Watch Bénin organise le jeudi 14 novembre 2019, le forum des 10 ans des cellules de participation citoyenne que nous appelons les CPC. Le but de cette activité est de célébrer une initiative citoyenne qui fait école dans la sous-région, d'identifier les défis qui se posent encore à la pérennisation des CPC et de réfléchir aux perspectives. Le forum sur les CPC sera donc indéniablement l'occasion de mettre en lumière la contribution de ce mécanisme à l'enracinement de la bonne gouvernance dans les communes du Bénin, où elles prennent une part active à l'animation de la vie locale. Le forum des 10 ans des CPC sera marqué par diverses activités, dont des communications sur l'histoire des CPC, de la naissance à la couverture intégrale du pays, et sur les ingrédients de leur performance et leur durabilité. La cellule de participation citoyenne est un mécanisme de participation citoyenne mis en place dans les 77 communes du Bénin et dans des arrondissements et villages et certaines communes. Elle est composée de 15 organisations de base, à savoir associations, groupements féminins, associations de consommateurs d'eau potable, comité de gestion de centres de santé, etc. La Fondation Paul Darboux a repris ses activités sur le terrain. À l'occasion d'une assemblée générale, le président de la dite fondation a entrepris de remobiliser ses membres pour de nouvelles innovations. Reportage. La Fondation Paul Darboux est une organisation à but humanitaire. Créée en 2009, elle s'est fixée pour objectif d'honorer la mémoire de feu Paul Darboux et ses œuvres. Ce dernier est en effet un artisan de paix, entrepreneur et bâtisseur d'une Afrique moderne. De par les actions salvatrices de cette fondation, beaucoup se remettent sur la voie de l'excellence. Je suis particulièrement heureuse, je dirais très heureuse, pour l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour témoigner ma gratitude et remercier sincèrement au nom de tous les enfants parrainés la Fondation Paul Darboux pour ses actions humanitaires à l'endroit des couches sociales les plus démunies. J'aimerais alors formuler une doléance selon laquelle nous, enfants des couches vulnérables en général, de continuer inlassablement vos actions salvatrices
qui font de nous des enfants éduqués et instruits. Autrefois dirigé par la famille du disparu, le président Alexis Darbou souhaite désormais étendre le comité de direction au plan national, voire international. Le besoin humanitaire est une obligation, on doit le faire. Et je pense que dans les jours qui arrivent, de façon concrète, nous ferons des comptes rendus de façon progressive pour que vous voyez de façon palpable qu'est-ce que nous avions fait. Pour moi, c'est plutôt là l'engagement que nous prenons. C'est une association, je veux dire, de partage et qui œuvre dans l'humanitaire. Donc à ce titre, j'invite tous les personnes animées d'envie de partage de s'associer à notre action pour faire évoluer donc, la fondation. 3 célébrations sont en vue. Les 10 ans de vie de l'association, les 100 ans de la naissance de Paul Darbou et ses 35 ans de décès. Le rendez-vous est alors pris pour pérenniser les œuvres de feu Paul Darbou. Culture, outre les membres du gouvernement, plusieurs autres personnalités ont pris part aux festivités de la Gani 2019. Depuis Niki et après les moments forts des cérémonies, elles ont livré leurs impressions. La Gani intervient ce jour dans un contexte particulier, dans un contexte de fierté, dans un contexte de joie. Pourquoi? Parce que la 8e législature vient de faire reconnaître la chefferie traditionnelle dans la Constitution. Donc ça donne du sang neuf à la Gani. Même le roi, dans son message, il a dit, il a remercié, il dit qu'enfin la chefferie traditionnelle est reconnue par la Constitution. Je suis Sa Majesté Soudan Boukoukera Boukoussoura. Je suis ici parce que la Gani de cette année est une Gani spéciale, parce que c'est la première Gani après la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par le Parlement béninois, promulguée par le chef de l'État. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'empereur, dans sa bénédiction impériale, a béni le chef de l'État, a béni le gouvernement, a béni le Parlement. Parce qu'il a reconnu officiellement la chefferie traditionnelle. D'abord, je suis impressionné par la population présente pour cette fête-là. Je m'imagine un peu au stade Félix Houphouët-Boigny et je dirais que nous ne sommes pas moins de 50 000 personnes. Et je dis merci donc à la mobilisation. Cette fête pour moi est une réussite, mais surtout honneur à toute l'Afrique. J'ai vu des Africains, j'ai vu des cavaliers, j'ai vu le roi. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et participer à la fête de la Gani. Et je souhaite une très bonne fête à toute la population Ouassangari, à toutes les populations béninoises. Je vis la Gani à Niki aujourd'hui avec une grande satisfaction, une fierté de la culture noire, surtout la culture Batonou, parce que je suis venue de Dogbo juste pour un festival, mais je me rends compte de l'authenticité de la chose. Je voudrais souhaiter vraiment une bonne fête à tout un chacun de nous et je voudrais remercier très sincèrement l'ORTB et qu'à chaque fois qu'il ne cesse vraiment d'être à côté de la population. Chaque année un peu plus, il y a de merveilles tout autour de l'organisation réussie de la fête de la Gani, des rites culturels et culturels. Je crois que chaque année, ça devient de plus en plus beau. Et c'est sur ce regard culturel que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.